Téléspectateurs de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir, bonjour. Bienvenue à ce numéro de Actu 7, le magazine qui fait le tour des sujets qui ont marqué l'actualité sur le continent africain. Et nous allons, comme tous les dimanches, être en compagnie d'abord de Georges Wenceslas Sembiaboké, directeur général du groupe médiatique panafricain Label Radio et Télévision en ligne de Dakar. Georges, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Robert et bonjour à tous et bon dimanche. Avec nous pour analyser le contenu de cette émission, Robert Adandé. Robert, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour Georges, bonjour et excellent dimanche à tous les téléspectateurs. Alors nous allons d'abord démarrer par le fait de la semaine qui est l'élection présidentielle au Bénin. Un retour sur les derniers jours de la campagne électorale avant tout à l'heure de commenter également les propos du président Patrice Talon au sortir d'un bureau de vote ce matin. Clap de fin ce vendredi pour la campagne électorale au Bénin où l'opinion publique nationale ne note aucune des grandes figures de l'opposition dans la compétition pour le fauteuil présidentiel. 5 millions de Béninois sont appelés à se rendre aux urnes. Quelques tensions ont tout de même émaillé la campagne en début de semaine avec des manifestations de l'opposition. Quelques régions telles que le centre et le nord du pays ont également enregistré ces mécontentements, ce qui, bien évidemment, n'a pas empêché les meetings de campagne de se tenir. Les trois duos de candidats ont pris d'assaut plusieurs régions et plusieurs villes du pays pour vendre leurs projets respectifs pour le Bénin. Pour le dernier jour de la campagne, le candidat et président sortant Patrice Talon s'est longuement exprimé en langue vernaculaire fon devant un public visiblement acquis à sa cause à Godomé à la périphérie de Cotonou. Aucune crainte pour bon nombre de Béninois sur l'engouement que connaîtra ce scrutin, même si l'opposition reste sceptique sur la question. Le candidat Corentin Koroui, candidat exclu du Parti des démocrates, lui a interpellé le président Talon pour un règlement pacifique de la situation. Il affirme que si les violences ne cessaient pas, il serait obligé de se retirer du processus électoral. Le troisième duo du parti FCBE, Force Secouris pour un Bénin émergent, que sont Alassane Soumanou et son colistier Paul Hongbe, ont quant à eux terminé leur campagne dans leurs fiefs respectifs, c'est-à-dire à Djougou au nord ainsi que dans le Mono. Il faut rappeler que les mobilisations et manifestations diverses ont commencé dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 avril, date marquant les 5 ans du président Patrice Talon au pouvoir. Les contestataires considèrent cette date comme la fin constitutionnelle de son mandat. La fin constitutionnelle du mandat de Patrice Talon, en tout cas, qui n'a pas du tout été actée par la Cour constitutionnelle et également par le pouvoir. Le président Patrice Talon s'est exprimé, on va le voir, au sortir d'un bureau de vote ce matin. Les unes après les autres, et on va construire notre pays ensemble. Merci. Le développement requiert cela. Est-ce qu'il y aura des assises, après la présidentielle? Des assises, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Des assises nationales comme réclame l'opposition. Est-ce que tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire? Ben, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement, mais les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation était utile. Donc il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Exactement pareil, c'est pas bon pour que l'homme évolue. Pour notre propre performance, il faut d'ailleurs qu'il y ait des critiques. Parfois elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences, il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément à de la violence. Mais que répondez-vous à ceux qui contestent la rallonge de votre mandat? C'est du droit de chacun d'avoir son opinion de ce qui se passe et de faire son jugement. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et de bloquer le pays.
Robert Adandé, pour la première fois depuis 30 ans, il n'y a pas de poids lourd de l'opposition et on a vu sur la deuxième réponse du président Patrice Talon qui était au micro de nos confrères de l'Office de radio et télévision du Bénin qu'il a banalisé la question de la prorogation du mandat présidentiel de 45 jours pour tenir cette élection. Alors justement, il faut revenir au contexte des contestations qui ont émaillé un peu le processus, à savoir la prorogation de la fin de son mandat sur une durée de 45 jours. Alors, il faut rappeler que le président Patrice Talon, à l'époque, avait souhaité et obtenu de l'Assemblée nationale qu'il y ait des élections générales, qui est un ensemble d'élections qui se passent à la même période, plutôt qu'elles soient disséminées mais éclatées sur plusieurs périodes, plusieurs années, ce qui mobilise beaucoup trop de moyens. Donc 2026 a été retenu comme la date des élections générales. Il y aura les présidentielles, les législatives, les communales, ce qui a engendré un décalage sur plusieurs rendez-vous électoraux. Le mandat des maires, par exemple, est passé de 4 à 6 ans pour tenir en ce nouvel agenda. Celui des députés est passé de 4 à 3 ans. Et au niveau de la présidence de la République, il y a eu aussi ce décalage de 45 jours. Et l'opposition a estimé que constitutionnellement, en tout cas, quand on s'en réfère à la Constitution de 1990, cela ne devait pas se faire. Mais bon, il y a une modification entre-temps, une modification qui est passée par la représentation nationale, donc l'Assemblée nationale, et qui a été validée. Donc voilà un peu en gros ce qui a constitué des grains à moudre de l'opposition, qui en a fait une sorte d'élément de contestation. Georges Aboké, à propos des opérations de vote, il y avait quelques craintes sur les difficultés qu'il aurait pu avoir pour l'acheminement du matériel. Il semble que tout est rentré dans l'ordre, même si il est possible qu'il y ait eu des retards pour l'ouverture de certains bureaux de vote. Georges Aboké, est-ce que la démocratie au Bénin, qui était présentée comme une démocratie modèle, puisque le Bénin était un modèle en matière de démocratie sur le continent, est menacée? On peut voir les choses de cette façon. Déjà, il faut dire qu'en début de semaine, en pleine semaine, j'allais dire, le matériel pour permettre aux citoyens béninois de voter a eu du mal concernant certaines contrées à être acheminé. On a vu des barrages ici et là. On espère que tout est entré dans l'ordre. Dans tous les cas, le vote a commencé ce matin. Alors, parlant de recul, certains le pensent effectivement, dans la mesure où cette élection présidentielle se déroule sans les poids lourds de l'opposition. Et ça arrive pour la première fois. Et donc ce n'est pas très évident qu'on puisse parler d'avancée en matière de démocratie quand on regarde la façon dont cette élection présidentielle est organisée. Et puis le président Talon, il pose des questions et il répond en même temps, mais il oublie qu'il répond tout seul. Alors que si l'on souhaite que la démocratie soit de mise dans un pays, eh bien, il faut tenir compte des avis des uns et des autres, parce que toutes les décisions qui sont prises là engagent la totalité du pays, engage la totalité des citoyens, n'engage pas seulement que le président Patrice Talon et la coalition de partis autour de lui. Et donc, dans ce genre de situation, il faut pouvoir rassembler plutôt que de pratiquer, j'allais dire, la division. Il faut tenir compte des avis des uns et des autres. Ce n'est pas le cas en ce moment. Depuis un bon moment, l'Assemblée nationale n'a qu'une seule couleur, les choses ne vont que dans un seul sens et il est à craindre que le Bénin continue sur cette lancée. Vous l'avez signalé tout à l'heure, le Bénin avait été toujours présenté comme l'un des modèles
en matière d'organisation démocratique. Et donc, depuis quelques années, les choses, c'est pas encore la catastrophe, mais on peut dire qu'il y a eu un certain recul. Robert Adandé, il y a quand même deux opposants en course. Oui, il y a deux opposants en course. Bon, c'est pas, ils ne sont pas représentatifs de l'opposition virulente, en tout cas célèbre béninoise. Il y a deux duos en lice. Il faut rappeler que c'est un scrutin qui permet d'élire en même temps le président de la République et le vice-président. Donc, il y a 3 duos en compétition et qui ne sont peut-être certainement pas représentatifs de l'opposition béninoise, sachant que cette opposition en question n'a pas souhaité prendre part à ce scrutin, tout simplement parce que elle ne se reconnaissait pas, elle a estimé ne pas se reconnaître dans le processus, en tout cas la nouvelle donne que constituaient les parrainages requis. Et l'opposition radicale qui considère ces deux duos en lice comme étant des faire-valoir. Bon, ben ça c'est un commentaire de l'opposition, mais nous allons quand même toujours au micro de nos confrères de l'Office de radio et télévision du Bénin suivre deux votants au sortir des bureaux. Un poste de vote numéro 1. Donc ici à Kouandé, rien ne s'est passé jusqu'à l'heure-là et je souhaiterais que ça soit ainsi. Je demanderai à la population de sortir massivement pour accomplir leur devoir, car le vote c'est une fête. Donc à la fin, nous allons fêter ensemble. Donc à toutes et à tous, bon vote. Sortez massivement pour accomplir vos devoirs citoyens. Je réponds au nom de Maman Marouf. On est actuellement à Maro, au poste numéro 3. Je viens ce matin accomplir mon devoir civique comme tout autre citoyen. Donc j'appelle tous les concitoyens à venir faire comme moi. J'ai été bien accueilli par les membres du poste de vote. Les opérations de vote ont bien démarré et tout semble en tout cas se dérouler dans le calme. Robert Adandé, on devrait en principe être fixé au plus tard en fin de soirée sur l'issue du scrutin. Oui, sur l'issue du scrutin, on devrait être fixé sur les premières tendances, même si elles ne resteront jamais officielles dans un premier temps. Le vote a commencé, se déroule plutôt calmement dans l'ensemble, même si, bon, il y a certains endroits où il est noté quand même quelques résistances dans l'exercice, certains qui préfèrent ne pas accomplir leur acte civique pour marquer leur désapprobation par rapport au processus. Mais après, ça reste quelque chose de tout à fait, je dirais pas général, mais des cas isolés comme ça qui, dans la plupart des processus, se sont relevés partout en Afrique et ailleurs. Hein. Et il y a une autre élection, c'est en Afrique centrale, au Tchad. Georges Aboké, là aussi, où il y a très peu de suspense quant à l'issue. Oh, très peu de suspense, vous êtes gentil. Il n'y a même pas de suspense du tout. Il n'y a pas de suspense. On sait qu'au Bénin, le président Patrice Talon va l'emporter. On sait qu'au Tchad également, le maréchal Idriss Déby va l'emporter, comme ça a été le cas il y a quelques jours au Congo avec le président Denis Sassou Nguesso. Donc voici autant de situations qui nous font dire que la pratique de la démocratie est encore sur un chemin rocailleux dans une bonne partie des pays africains, et donc on se retrouve avec un certain nombre de présidents qui sont en place
et qui n'ont plus envie de bouger. On pensait que c'était la spécialité, il y a quelques années, des pères des indépendances, ceux qu'on appelait les pères de la nation un peu partout. Et puis voilà que, bon, il se trouve que dans un certain nombre de pays africains, pour ne pas dire dans presque tous les pays africains, eh bien, il arrive que des personnalités s'installent au pouvoir, et puis quand c'est fait, il est difficile ensuite de faire en sorte que la pluralité des opinions soit prise en compte. Et ça, c'est bien dommage, dans la mesure où aujourd'hui, un peu partout, on a différents sons de cloche, et c'est ça, il faut pouvoir rassembler tout cela en une nation et faire avancer les choses. Malheureusement, on sent que les choses sont bloquées. Et on ne s'attend pas à de grands bouleversements au niveau du Tchad. On se demande même pourquoi, des fois, l'opposition a pris des coups, sachant que, bon, les résultats ne vont pas être des résultats surprises. On s'attend à ce que le président Idriss Déby, le maréchal Idriss Déby, garde en main son bâton de commandement. Robert Adandé, il y a plusieurs modèles démocratiques. Est-ce qu'il serait malvenu que le continent africain revendique un autre modèle? Non, pas du tout. Bon, maintenant, il y a quand on suit l'actualité, il y a une sorte de corollaire que certains médias se joue à faire sur les élections au Bénin et les élections au Tchad. Je crois qu'il n'y a pas commune mesure. C'est vrai qu'il y a peut-être deux hommes à la tête de leurs États dont on se persuade qu'ils ont toutes les clés en main quant à l'issue du scrutin, mais dans la configuration du Tchad, c'est quand même différent parce qu'on est dans un pouvoir depuis 30 ans où le président Idriss Déby Itno, après s'être autoproclamé maréchal il y a environ un an, brigue un 6e mandat et visiblement n'a pas l'intention de lâcher du lest. On se retrouve devant 6 candidats qui font figure plutôt pâle, alors que certains ont été tout simplement écartés du processus. Bon, les configurations ne sont pas les mêmes. C'est là justement, Robert, qu'il y a des similitudes. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est au pouvoir, le président en exercice, et il se retrouve avec, sans être méchant, avec les candidats en face, avec presque des faits valoir, et puis les grosses têtes sont éliminées, sont de l'autre côté. Mais en face, il y a Georges. Il n'y a pas vraiment de répondants au niveau de... Oui, mais Georges, en face, il y a quand même quelqu'un qui a 30 ans de métier à la tête du pays. Oui, mais quand on regarde le jeu électoral, quand on regarde les règles du jeu, ces règles n'ont pas fait l'objet d'un consensus. Ce sont des règles qui sont établies par le président en exercice, et c'est là qu'il y a les similitudes. C'est vrai que les deux cas ne sont pas pareils, mais il y a un certain nombre de points de convergence dans l'organisation de l'élection présidentielle. Et c'est un peu la même chose qu'on a observé au Congo. Donc il y a quelques points qui sont tels que, bon, on se demande des fois, moi je l'avais dit concernant le Congo, est-il besoin d'organiser une élection quand on sait que bon, les résultats sont déjà connus à l'avance? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire l'organisation de ces élections au Congo, au Tchad, au Bénin n'a pas fait l'objet d'un consensus. Il y a le pouvoir qui est en place, qui décide des règles du jeu, et puis il y a de l'autre côté l'opposition qui dit non, on n'est pas d'accord avec ces règles. Mais est-ce qu'il est possible d'arriver au consensus, Robert Adandé? Bien sûr. Effectivement, il y a ce que l'opposition reproche, ce que l'opposition dénonce, c'est surtout, comme le dit Georges, ce défaut de consensus. C'est vrai que l'Assemblée nationale a entériné un certain nombre de dispositions, mais le peuple estime que l'Assemblée nationale n'est qu'un constituant dérivé et qu'il faut s'en référer plutôt au constituant d'origine qui est le peuple. Il faut pouvoir consulter le peuple devant certaines décisions, certains choix qui engagent l'avenir de la nation. Il faut se rappeler aussi comment cette Assemblée nationale s'est mise en place pour n'avoir qu'une seule couleur aujourd'hui.
C'est un peu ça que l'opposition brandit comme argument. Et l'opposition estime aussi que s'il y a un antécédent comme celui-là, où il a pu être, où on a pu proroger de 45 jours, c'est qu'il aurait pu être possible d'aller plus loin. Donc, ça, ce sont un peu les arguments de l'opposition qui estime que ça crée quand même une jurisprudence dans son mandat. Maintenant, on espère aussi, on souhaite que le président Patrice Talon ira vers une concertation, un peu comme c'est demandé, pour apaiser déjà les tensions. Mais vous avez suivi, Robert Adanda, il y a eu la réponse de Patrice Talon, justement, qui dit qu'il n'est pas nécessaire de discuter tout le temps. C'est pour ça que je dis qu'on espère, parce que lui, effectivement, au sortir de son vote, il a estimé qu'il ne fallait pas accéder à tout ce qu'il y a comme désidérata de la part de l'opposition, parce que ce n'était pas forcément pertinent. Mais dans le même temps, il faut pouvoir trouver un créneau pour échanger, surtout après un processus comme celui-là, échanger et puis repréciser surtout sa vision à lui pour peut-être la partager davantage. Alors, en tout cas, des élections dont on saura les résultats très rapidement, vu qu'il y a très peu de suspense. Il y a eu, pour cette semaine également, la déclaration du président Alassane Ouattara au sujet de la situation de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Le président Alassane Ouattara, qui, lors d'un conseil des ministres, s'est exprimé pour, bien entendu, annoncer que les deux hommes pouvaient rentrer au pays sans crainte. Ça y est, le feu vert est donné à Abidjan pour le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en terre ivoirienne. Le président Alassane Dramane Ouattara vient de donner ce mercredi 7 avril son quitus pour le retour de son grand rival, l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Pour le numéro 1 ivoirien, ce sera quand il le souhaite. Un feu vert donné juste une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Une certaine frange de l'opinion met ce discours du président Ouattara, très attendu par les partisans de Laurent Gbagbo, sur le compte de sa volonté d'œuvrer à la réconciliation nationale. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, a déclaré le président Ouattara à l'ouverture du premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement, formé mardi. Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, a-t-il poursuivi, en précisant également que ses frais de voyage et ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État ivoirien. L'autre volet qui semble avoir été éludé, c'est la condamnation en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant les violences post-électorales de 2010 à 2011. À cette préoccupation, Amadou Koulibaly, le nouveau ministre de la Communication et par ailleurs porte-parole du gouvernement, a laissé entendre que cette condamnation serait levée. Je m'en tiens aux propos du chef de l'État, ça me semble assez clair. On ne va pas offrir le voyage à Gbagbo pour le mettre derrière les barreaux, a-t-il dit lors d'une conférence de presse après le Conseil des ministres. La prochaine étape reste évidemment le retour effectif de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La balle est donc désormais dans leur camp. Georges Aboké, le président Alassane Ouattara a fait preuve, en tout cas, de bonne volonté, mais pourquoi cette déclaration est accueillie dans le camp des pro-Gbagbo et d'une certaine opinion panafricaine avec beaucoup de prudence? Bon, la déclaration du président Alassane Dramane Ouattara vient confirmer, j'allais dire, qu'il attendait que la CPI, la Cour pénale internationale, ait rendu son verdict définitif. Parce que très souvent, on l'a entendu dire qu'il fallait attendre que cette affaire soit définitivement bouclée. C'est le cas désormais. Donc, il n'a pas le choix. Il a fait cette déclaration pour confirmer qu'il attendait ce verdict définitif. Et
il a voulu rassurer les uns et les autres de ses bonnes dispositions quant au retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Maintenant, pourquoi certains sont sceptiques? Ils se demandent certainement si derrière cette déclaration, il n'y a pas des choses suspectes, mais le nouveau ministre, comme l'a dit Robert, dans son sujet, le nouveau ministre de la Communication a devancé un peu tout en disant que les poursuites contre le président Laurent Gbagbo, notamment les 20 ans de prison qu'il attendait concernant les casses entre griffes de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, eh bien que tout ça était barré, était biffé et que désormais c'était la totale liberté. Et il faut le dire aussi, il y a un gros os qui va survenir parce que quand on regarde l'engouement déjà autour de l'annonce du retour du président Gbagbo, eh bien, on se pose des questions, on se demande comment les autorités actuelles en Côte d'Ivoire vont gérer ce retour parce que c'est un retour qui va se faire dans un grand enthousiasme avec beaucoup de monde. Le président Ouattara, justement, et c'est là que beaucoup se posent des questions, acceptera-t-il que son rival débarque de façon aussi triomphale en Côte d'Ivoire? En tout cas, c'est à ce moment-là que les sceptiques se posent des questions et se disent qu'il y a peut-être des choses pas nettes qui risquent de survenir. Une chose est claire, c'est que le puzzle politique ivoirien est en train de se recomposer, toujours avec les mêmes acteurs, et l'on pense que dans quelques semaines, eh bien, tous les grands acteurs de la politique en Côte d'Ivoire vont se retrouver. Il ne va plus rester que Guillaume Soro de l'autre côté qui est de l'autre côté parce qu'il y a 20 ans de prison qui l'attendent également. Est-ce que le président Ouattara va poser un acte dans ce sens pour que tous les éléments, tous les leaders politiques se retrouvent et parlent enfin le langage unique de la réconciliation? Eh bien, en tout cas, on se pose un certain nombre de questions. Les questions qui sont posées parmi les stratégies échafaudées qui, bien sûr, sont reprises par certaines sources, il aurait été prévu que le président Gbagbo soit directement acheminé à Mama pour éviter, donc son village natal, pour éviter l'engorgement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et les dégâts que ça pourrait causer. Bon, c'est un son de cloche qu'on entend. Est-ce que le président Laurent Gbagbo va accepter comme ça d'arriver à Abidjan et puis ensuite d'être conduit directement dans son village? C'est un gros point d'interrogation. Une chose est claire, c'est que les dirigeants politiques profitent bien de ce genre de situation. Le président Gbagbo est un homme politique avéré depuis longtemps et il n'est pas très sûr qu'il accepte ce genre de disposition. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara va mettre un tel schéma à exécution? En tout cas, comme je le disais, c'est un certain nombre de questions qui sont en train d'être posées en ce moment. Une chose est claire, c'est que, je le répète, le retour de Laurent Gbagbo va se faire dans une grande atmosphère de joie pour ses partisans. Et il va falloir maîtriser tout cela, même au niveau des organisateurs de ce retour. Il faut maîtriser tout cela. Et je pense que les autorités, les organisateurs, tout le monde va se mettre à l'œuvre, tout le monde va se mettre d'accord pour faire en sorte que les choses se passent sans couac. En tout cas, les développements sur cette actualité sont attendus. Robert Adandé, il y a aussi sur le continent africain et au-delà eu un enthousiasme après cette déclaration du président Alassane Ouattara. Oui, il y a eu une des réactions plutôt chaleureuses. Ça a été apprécié qu'une décision comme celle-là soit prise, qu'une annonce comme celle-là soit faite, et ça a été symbolique. C'était juste avant le démarrage de son
de son Conseil des ministres. C'est une excellente chose. Maintenant, il y a une question qu'on se pose, c'est que le président lui-même n'a peut-être pas répondu, le président Alassane Ouattara n'a peut-être pas répondu à ces interrogations à juste titre que tout le monde se fait. Le président Laurent Gbagbo reste quand même, il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, reste encore face à une condamnation de 20 ans. On est dans un pays qui revendique la liberté des pouvoirs et la séparation des pouvoirs entre le législatif et le judiciaire. Si l'exécutif entre l'exécutif et le judiciaire, si l'exécutif ne dit pas clairement qu'il compte gracier ou prendre telle ou telle disposition, ça veut dire qu'il reste quand même, le président Gbagbo reste à la disposition de la justice, qu'on le veuille ou pas. Ensuite, il y a aussi l'accueil. Je ne pense pas qu'il soit intéressant de conditionner après tout ce temps l'accueil du président Laurent Gbagbo, qui devra faire face à un véritable bain de foule. Maintenant, comme le relevait Georges, c'est qu'il faut pouvoir contenir ces ardeurs-là, il faut pouvoir contenir cette liesse, cette foule, surtout dans un contexte du coronavirus. Il faut vraiment qu'il y ait des mécanismes forts et solides pour ne pas que la situation dégénère, au moins en ce qui concerne le contexte sanitaire. Laurent Gbagbo qui donne donc du fil à retordre au pouvoir en place à Abidjan, ne serait-ce que pour préparer l'organisation de son retour, pour bien sûr surtout assurer sa sécurité, parce qu'il est question en ce qui concerne Laurent Gbagbo, d'assurer la sécurité d'un ancien chef d'État. Le président Alassane Ouattara a lui-même dit qu'il aura droit à ces égards. Nous allons suivre ces développements en Côte d'Ivoire, bien entendu, et nous voici au Rwanda, où le pays a célébré le 27e anniversaire, a commémoré le 27e anniversaire du génocide des Tutsis. Un triste souvenir marqué cette fois par un rapport accablant qui établit la responsabilité de l'ancien président français François Mitterrand et des autorités françaises qui ont laissé faire. Triste célébration que le souvenir du génocide rwandais 27 ans après ce drame. Paul Kagame, le numéro 1 rwandais, a salué le rapport du CLERT sur le rôle de la France dans les événements de 1994, estimant qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qui s'est passé. Un rapport qui a été remis le 27 mars dernier au président français Emmanuel Macron. Dans la foulée, Paris a décidé d'ouvrir au public d'importantes archives sur la période du génocide. 27 ans après ce drame humanitaire, plusieurs hommages et cérémonies se sont déroulés aussi bien à Kigali qu'à Paris. En France, une première commémoration a eu lieu avec un moment de recueillement et un dépôt de gerbes de fleurs au jardin de la mémoire situé dans le parc de Choisy, dans le 13e arrondissement de Paris. Une autre étape a été celle du mémorial de la Shoah pour une deuxième cérémonie où il a été rappelé que ce génocide a fait son entrée dans les programmes scolaires en septembre. Pour Anne Hildago, présente à cette cérémonie, le rapport du CLERT sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994 incarne la vérité qui met en lumière les responsabilités françaises. Nos armes contre le génocide, c'est l'enseignement, l'intelligence, le savoir, la transmission, a-t-elle ajouté. À Kigali, pour marquer le jour, les bus n'auront pas roulé, les écoles et les lieux de divertissement seraient restés fermés. Selon les autorités rwandaises, l'objectif d'une telle décision est d'emmener les populations à réfléchir et à l'encourager à ne pas oublier et à continuer à tendre vers une réconciliation et une unité du pays. Les archives ouvertes par la France concernant ce sombre épisode de l'histoire concernent celles de l'ancien président François Mitterrand ainsi que son premier ministre de l'époque Édouard Balladur. Plusieurs de ces documents, notamment des télégrammes diplomatiques et notes confidentielles, figuraient dans le rapport du CLERT qui a fait un focus sur l'engagement français durant ces 4 années décisives au cours desquelles s'est mise en place la dérive génocidaire du régime Hutu pour aboutir à la tragédie de 1994, soit quelques 800 000 personnes, majoritairement Tutsis, exterminées dans des conditions abominables entre avril et juillet.
Robert Adandé, ce rapport vient lever les doutes pour établir que l'ancien président français François Mitterrand et les autorités françaises de l'époque, les hautes autorités militaires et certains membres du gouvernement ont une responsabilité dans cette tragédie. Bon, je crois qu'il n'y avait pas trop de doute sur la question. C'était su, peut-être pas officiel, peut-être pas assumé, mais c'était quand même clair que ces responsabilités-là étaient établies dans ce qui s'est passé, qui constitue une page très noire de l'histoire du monde, de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire du Rwanda, qui continue de penser avec beaucoup de peine cette plaie qui sera toujours béante, qu'on le veuille ou pas. C'est l'histoire de tout un peuple. C'est quand même bien que ces responsabilités-là, comme vous dites, que ces responsabilités-là soient reconnues à la face du monde et que on sache réellement qui a fait quoi dans ce drame. Et c'est également une excellente chose que cette histoire soit enseignée pour la postérité. Georges, il faut enseigner cette histoire pour la postérité et surtout, ce qui éclate à la face du monde, c'est justement le comportement des partenaires du continent africain, des puissances coloniales qui peuvent avoir en fonction de leurs intérêts le plus grand mépris pour la vie humaine. Et c'est ça qui est dommage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le week-end dernier ou bien le week-end d'avant, je parlais de la France qui est partie prenante d'un certain nombre d'affaires sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire. Des fois, on se dit, bon, les acteurs politiques vont décider, mais on oublie souvent que derrière, eh bien, il y a toujours l'ancien colonisateur. Et dans le cas... mais il faut pouvoir s'en débarrasser. Et il y a de nouvelles élites sur le continent africain. Oui, mais en attendant de pouvoir s'en débarrasser, il faut que la France accepte de jouer le bon jeu, parce que souvent, quand il y a des grosses affaires comme le génocide qui a été subi au Rwanda, eh bien, dans les premiers temps, la France se montre les deux mains toutes blanches, dit qu'il s'agit d'une affaire complètement locale, alors que maintenant, elle le reconnaît et elle assume d'ailleurs, et c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que, vous voyez, quand vous regardez la CPI, la Cour pénale internationale, eh bien, il ne se trouve pas là-bas des personnes accusées en provenance d'un pays comme la France, et pourtant, les personnalités politiques françaises ont commis un certain nombre de dégâts sur le continent africain. On se rappelle encore la façon dont le président, le guide de la révolution libyenne, Kadhafi, a été liquidé. On a vu en Côte d'Ivoire comment ce sont les chars et l'armée française avec sur la tête les casques bleus de l'ONU sont venus prendre position et ont décidé de qui a gagné l'élection. Voici qu'au Rwanda, 27 ans après, eh bien, la France commence à délier la langue. Je crois qu'il revient aux Africains d'apprendre à se souder. On peut ne pas être d'accord au plan politique, avoir des idées divergentes, mais il faut quand même rester ferme, rester soudé, ne pas présenter de fissures pour que ce genre de situation arrête d'intervenir dans le jeu politique en Afrique. C'est malheureux. 27 ans après, maintenant, il faut regarder. Il y a eu des poursuites, il y a eu des arrestations. Est-ce que ça va être le cas concernant des personnalités françaises? On a vu comment des ressortissants rwandais ont été traqués, ont été arrêtés, jugés, mis en prison. Certains n'ont pas encore été jugés. Est-ce que ça va être le cas de personnalités françaises?
Et quand vous regardez un monsieur comme l'ancien président français, Sarkozy, la justice française elle-même est à ses trousses aujourd'hui et on s'étonne que la CPI, par exemple, n'ait rien déclenché à son niveau. Et c'est tout ça qui fait aujourd'hui que la CPI a regardé avec un œil de suspicion. On s'est dit que la CPI ne peut que poursuivre des Africains. Et en tout cas, on peut être heureux que la France commence à accepter de dire qu'elle a joué un rôle important, néfaste, j'allais dire, dans la survenue de ce génocide. Mais il faut aller plus loin, il faut sanctionner également et il faut que les instances internationales reprennent la chose en main parce qu'il n'est pas juste qu'on n'ait que des Africains qui soient sanctionnés alors qu'on sait que la France a joué un rôle important et elle le reconnaît. Robert Adandé, en ce qui concerne la posture des dirigeants africains, 60 ans après les indépendances, il est grand temps de s'assumer. Ces élites-là sont souvent emprisonnés, entre guillemets, par le modèle de gouvernance qu'ils choisissent. C'est-à-dire qu'ils sont tenus par un certain nombre de dossiers, parfois très sales. Oui, ils sont tenus par des dossiers très sales. Ils sont dans une posture d'allégeance quasi totale vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de certaines puissances, ce qui ne leur donne non seulement pas les coups des franches pour implémenter leur propre vision pour leur pays, mais qui les met également en porte-à-faux avec leurs concitoyens, parce que aujourd'hui, les gens sont éclairés, les gens ont tous les leviers pour maîtriser l'information dont ils ont besoin, donc ils se rendent compte qu'ils ont des chefs qui n'incarnent pas toujours la souveraineté de leur État, ce qui est dommage. Il faut changer de paradigme, il faut qu'on ait des chefs dont on puisse être fier, qui arrivent et qui ont le courage de rompre avec cette sorte de Salamalek, cette sorte d'allégeance qui a vraiment trop duré aujourd'hui. Et puis, Aziz, à la suite de Robert, je voudrais ajouter qu'il est temps que l'on établisse un nouveau type de relation. C'est vrai qu'il n'est pas question de couper les relations entre l'Afrique et la France, mais il faut établir un nouveau type de relation. On avait cru en cela quand le président Emmanuel Macron est arrivé. Il a parlé de partenariat gagnant-gagnant, et puis après on a vu que bon, ça n'a été qu'un discours. Et on le voit à la veille de l'organisation du prochain sommet Afrique-France ou France-Afrique qui va avoir lieu à Montpellier. Eh bien, le président Emmanuel Macron a ouvert à nouveau les portes de la discussion. Mais à quoi cela mène-t-il si ses propres déclarations ne sont pas prises en compte? On le voit un peu partout, dans tous les pays africains. Il y a un sentiment, ce que lui-même appelle un sentiment anti-français, alors que ce n'est pas forcément un sentiment anti-français, c'est un sentiment de reprise en main. En tout cas, les Africains sont en train, et surtout les jeunes, sont en train de demander qu'eux-mêmes reprennent en main leur propre histoire. Ce n'est pas forcément un sentiment anti-français. Et on le ressent, on l'a ressenti dernièrement ici à Dakar pendant les manifestations. On l'a ressenti en Côte d'Ivoire, on l'a ressenti un peu partout dans pratiquement tous les pays africains. Et il est grand temps que s'établissent de nouvelles relations, un nouveau type de relations entre l'Afrique et la France. Et le Rwanda, qui avait pris ses distances avec la France avant de progressivement les normaliser depuis quelques mois maintenant, c'est un dossier qui va certainement encore révéler des choses, puisque le Rwanda, selon de nombreux experts, est en droit d'essayer d'obtenir réparation. En ce qui concerne l'économie en Afrique de l'Ouest, la Banque africaine, la Banque de développement et d'investissement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé
décidé de soutenir le secteur avicole en Guinée avec pour objectif de produire, d'aider le pays à la production de 25 millions de tonnes de poulet par an. La Guinée est en manque de grandes fermes industrielles de volailles, avec un système intégré à bâtiments fermés. Pourtant, le pays recèle d'énormes potentialités pour le développement de son aviculture. La production de poulet de chair est restée insignifiante à cause d'un manque de synergie entre la croissance démographique et le développement de la production des produits avicoles. Pour combler ce gap, la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est engagée à financer les associations d'entreprises avicoles guinéennes dans le cadre des efforts des autorités de Conakry en faveur des activités agro-pastorales. Le chef de l'État guinéen a donné cette information lors d'un conseil des ministres jeudi dernier, tout en précisant que la BIDC permettra à la Guinée de produire à terme 25 millions de poulets par an, abondant ainsi le marché de viande locale. En Guinée, l'élevage constitue la deuxième activité du monde rural après l'agriculture et concerne environ 210 000 familles, soit 30% de la population rurale. Le secteur avicole en Guinée qui pourrait démarrer, mais là aussi, Georges Aboké, ce secteur pourrait être confronté à la mafia des poulets surgelés qui sont déversés sur le continent africain par de nombreuses entreprises à travers le monde, notamment venues d'Amérique du Sud et d'Europe. Oui, on a envie d'applaudir concernant la Guinée. Enfin, c'est l'une des bonnes informations, bonnes nouvelles en provenance de ce pays après les échauffourées qu'on a connues avec l'élection pour un troisième mandat du président Alpha Condé. Enfin, on parle économie, on parle développement, et c'est l'ancien président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui disait: faisons l'effort de consommer ce que nous produisons ou de produire pour que nous puissions consommer. Donc, cela veut dire, comme vous le releviez tout à l'heure, qu'on doit repousser un certain nombre d'habitudes, notamment l'importation de viande surgelée. On sait que c'est pas souvent que les choses se font dans de bonnes conditions. On a des bateaux qui traversent le monde pendant des mois et des mois, des fois des années, pour venir déverser dans nos pays de la viande qu'on consomme bien malgré nous, alors que nous avons des possibilités. Et ce qui est en train de se produire en Guinée est une très bonne chose. Ça devrait être développé davantage et ça devrait pouvoir toucher non seulement la Guinée, mais bien d'autres pays. Je le répète, il est important de consommer ce que l'on produit, et si l'on produit en grande masse, notamment dans le domaine avicole, eh bien c'est une très bonne chose, c'est une action à saluer avec beaucoup de chaleur, et on espère que cela va toucher bien d'autres secteurs de l'économie, tant en Guinée qu'ailleurs sur le continent. Robert Adandé, le secteur de l'agroalimentaire est l'un des rares à avoir résisté à la pandémie de Covid-19 malgré tout ce qu'il y a eu, malgré les difficultés. Il va falloir une meilleure organisation pour maintenir cette dynamique. D'abord, convaincre les Africains qu'il va falloir consommer d'abord ce qui est produit sur place, enfin à commencer par ce qui est produit dans les différents pays. Oui, vous relevez quelque chose de très important. C'est l'un des seuls et rares secteurs à avoir résisté au coronavirus, même si en termes de logistique, il y a eu souvent quelques difficultés dans l'acheminement des vivres. Mais toujours est-il que la pandémie du coronavirus n'empêche pas de se sustenter, n'empêche pas de se nourrir, et on a donc besoin de ça. Et les politiques, nos différents chefs, de plus en plus misent sur l'autosuffisance alimentaire, une autosuffisance qui passe évidemment par la production locale
de tout ce qui est censé être consommé. Donc la Guinée est par conséquent sur une excellente voie en misant sur l'agroalimentaire, en misant sur cet investissement-là dans son secteur avicole. Maintenant, c'est un sujet qui nous renvoie un peu vers le précédent. Il faut pouvoir rompre avec toute cette allégeance qu'on fait aux autres puissances, parce que les différents contrats, vous évoquiez les produits surgelés, c'est des contrats qui se font, c'est des deals qui se font au plus haut sommet de l'État. Donc, il faut pouvoir venir à bout de ce différents types de mafia, d'arrangements qui non seulement n'arrangent pas l'économie, mais qui portent un coup également à la santé, parce que tout ce qui est surgelé, on ne sait pas dans quelles conditions ça l'est, on ne sait pas toujours ce qu'on mange, alors que quand on produit localement, quand on est sûr de maîtriser tous les leviers de production locale de ce qu'on est censé consommer, il y a quand même un peu plus de chances de se maintenir en bonne santé. Georges Aboké, ça ramène aussi à l'urgence d'accélérer le marché africain lancé par l'Union africaine. Absolument. Pendant la semaine qui vient de s'écouler, on a appris que le Nigeria et le Bénin sont en train de mettre en place un accord de libre-échange. Eh bien, voilà, c'est une bonne nouvelle après la malheureuse nouvelle de la fermeture des frontières par le Nigeria face au Bénin. Ces deux pays partagent jusqu'à 700 km de frontières et il était anormal qu'ils soit de cette façon hermétiquement fermé, alors que du point de vue social, du point de vue ethnique, du point de vue, en tout cas du point de vue économique et tout, eh bien ces deux pays sont condamnés, j'allais dire, à marcher ensemble. Donc la décision du Nigeria de protéger un certain nombre notamment le riz qui est produit localement, eh bien il va falloir trouver d'autres mécanismes pour protéger justement ce genre d'initiative. Il faut saluer l'accord qui est en train d'être mis en place, qui va permettre d'organiser un libre-échange entre le Bénin et le Nigeria dans des conditions normales. Et c'est des choses qu'on devrait pouvoir voir entre les différents pays frontaliers, un peu plus globalement dans une sous-région comme la région ouest africaine et puis ensuite dans l'Afrique tout entière, et la ZLECAf que l'on attend de façon, comment on va dire ça, la ZLECAf qui va permettre de régler de grands problèmes africains au niveau de la libre circulation des biens et des personnes, qui va faire sauter les barrières. Eh bien, on attend cela. Mais ça commence par une production au plan local. Il y a des produits que l'on consomme en grande quantité dans pratiquement tous les pays africains, notamment le riz. Il est temps que les pays africains s'y mettent, se battent pour avoir une bonne production au plan local. Et vous le savez, l'Afrique dépense chaque jour des milliards, de gros milliards pour faire entrer des denrées alimentaires, ce qui n'est pas normal. Par exemple, concernant le Gabon, c'est plus de 400 milliards et c'est trop. Ça fait que ce pays dépense plus d'1 milliard par jour pour nourrir ses ressortissants et tous ceux qui vivent dans ce pays. Et donc, il faut pouvoir casser tout cela et pour aller à des normes beaucoup plus intéressantes pour les pays eux-mêmes et puis pour toute l'Afrique. Absolument. Et cette zone de libre-échange continentale qui devrait aider à régler de nombreux problèmes. Il y a aussi, en ce qui concerne le Mali, une bonne nouvelle, une reprise progressive de l'activité économique après l'épisode du coup d'État. La relative stabilité au Mali est bien perçue par les investisseurs. Elle fait suite à l'épisode du coup de force militaire d'août 2020 qui a vu la déchéance du président Ibrahim Boubacar Keïta. La satisfaction est notamment perceptible chez les créanciers qui ont prêté de l'argent au gouvernement de ce pays ou à son secteur privé.
L'agence de notation Moody's a d'ailleurs salué ce retour progressif au calme en maintenant sa note très spéculative à CAA1 tout en revoyant à la hausse ses perspectives de négative à stable. Les perspectives stables reflètent les attentes selon lesquelles un retour au régime civil se produira à court et moyen terme et que la situation en matière de sécurité ne se détériorera pas davantage. Dans le même temps, il est prévu que le fardeau de la dette du Mali se stabilisera à environ 50% du PIB, soutenu par la reprise économique en cours après la pandémie et l'engagement du gouvernement en faveur de l'assainissement budgétaire. Cette confiance retrouvée des investisseurs est aussi perceptible sur le sentiment exprimé par les investisseurs qui achètent les obligations du Mali sur le marché des capitaux de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour les obligations à 12 mois de maturité, ils exigent 4,73% d'intérêt. Début octobre 2020, alors que se négociait une transition pacifique au lendemain du coup d'État, ce taux était de 5,55. À plus long terme, le Mali est jugé comme étant risqué. Le pays doit encore surmonter plusieurs défis. L'insécurité continue de régner en dehors de la zone sécurisée de Bamako. Pourtant, le pays possède aussi l'une des populations les plus jeunes d'Afrique. Près de 48,6% des Maliens seraient âgés de 15 ans ou moins. Le Mali est aussi reconnu pour son potentiel agricole et figure dans le top 5 des producteurs africains de coton. Il figure aussi dans le top 5 des producteurs d'or d'Afrique. Mais la répartition des richesses fait encore l'objet de contestations et les moindres revendications politiques poussent facilement le pays au bord de l'explosion. Le Mali pourrait bientôt retrouver une stabilité solide en ce qui concerne la situation économique, mais à condition, Georges Aboké, de revenir à un pouvoir, en tout cas, plus démocratiquement installé. Absolument, il faut que la transition qui a été décidée après le coup d'État, cette transition aille jusqu'à son terme. On voit que les autorités de la transition appliquent à la lettre toutes les décisions de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour ne pas que le pays se retrouve isolé, eh bien, les autorités de la transition au Mali ont décidé de respecter toute la réglementation et de prendre l'engagement de conduire le pays vers une normalisation. Et si cette normalisation est faite, il est sûr que le Mali va retrouver toute sa vigueur économique, ce qu'on ressent actuellement, justement. Mais il y a toujours ce gros point d'interrogation, comme vous l'avez dit dans le papier, dans le sujet qui a été développé tout à l'heure, au Mali, dès qu'il y a un couac, eh bien, ça crée une déflagration. Et donc, il faut pouvoir marcher comme sur des œufs, faire en sorte que le processus aille jusqu'au bout, afin que le pays retrouve toute sa vigueur économique, grand producteur d'or, grand producteur de coton. Eh bien, il faut pouvoir utiliser cela pour faire avancer le Mali. Robert Adandé, le Mali qui nourrit aussi l'Afrique de l'Ouest, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest avec sa viande. Oui, avec sa viande, effectivement, le Mali reste un pilier de la sous-région et comme le dit Georges, tout est lié. Si le politique va, l'économie va, le social ira et tout se passera bien. Donc il faut pouvoir profiter de cette transition pour apaiser les tensions, pour résoudre tous les différents foyers de tension latents et puis repartir plus sereinement vers de meilleures dispositions qui garantiront stabilité, embellie économique et tout ce qu'il y a de positif pour des voyants verts à tous les niveaux. En tout cas, c'est ici que prend fin ce magazine pour ce dimanche. Merci donc de nous avoir suivis et surtout de nous rester fidèles. Très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision. Merci à vous, Georges Aboké.
Merci beaucoup, Aziz. Je vous souhaite encore une fois un très bon dimanche. Moi, je donne rendez-vous à notre public pour ce soir, pour le journal Pays qui va nous permettre d'avoir une cartographie de la Tanzanie. Et merci, Robert Adandé. Merci à vous, Aziz. Excellent dimanche à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous avec beaucoup de plaisir dimanche prochain. Merci et très bonne suite de programme à vous, chers téléspectateurs, sur Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale.